La parola trauma significa dal greco ferita. Cette parole trauma en grec signifie blessure. Ed effettivamente chi vive un trauma è come se subisse una lacerazione fra un prima e un dopo. Et les personnes qui subissent un trauma, c'est comme si elles subissent une blessure, il y a un changement entre avant et après. Niente sarà più come prima. Rien ne sera plus comme jamais auparavant. Si può trattare di una calamità naturale, di una guerra, di un abuso, di un attentato terroristico. Ça peut être une calamité naturelle, d'une guerre, d'un attentat terroriste. Ma per fortuna, come esseri umani, siamo tutti naturalmente predisposti a superare i traumi. Mais pour notre bonne chance, en tant qu'être humain, nous sommes quand même prédisposés à pouvoir surmonter les traumas. E nell'arco di circa un mese la maggior parte delle persone lascia il trauma nel passato. Et je dirais que la plupart du temps, en l'espace d'un mois, la plupart des gens peuvent laisser ce trauma partir dans le passé, rester où il est dans le passé. Ma c'è una piccola percentuale di persone in cui questo non avviene. Mais il y a quand même un petit pourcentage de personnes pour lesquelles ça ne se passe pas comme ça. Nonostante il tempo passi, le persone sono sempre più intrappolate in immagini, flashback, ricordi dell'evento traumatico. Et avec le passage du temps, au contraire, ces personnes se sentent de plus en plus enfermées dans l'événement traumatique. Siamo di fronte a quello che è stato definito il disturbo post-traumatico da stress. Et donc, on est en face de ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Che cosa capita con queste persone? Qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? Sono persone che cercano di continuare a gestire gli effetti del trauma, finendo però involontariamente per mantenerlo nel presente. Ce sont des personnes qui font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de gérer l'événement traumatique, mais malgré tout, elles se sentent de plus en plus perdues. E lo fanno attraverso certi meccanismi che abbiamo definito coping reaction. Et ce elles le font au travers d'un nombre de mécanismes qu'on appelle des mécanismes de coping, de gestion. Tentativo di gestire qualche cosa che ormai non può più essere cambiato. En fait, elles essayent de gérer quelque chose qui, en fait, ne peut plus être changé. E il primo tentativo è proprio quello di continuare a cercare di controllare i propri pensieri e cercare così di cancellare l'esperienza traumatica. Et donc, la première tentative, c'est d'essayer de contrôler les pensées qu'elles ont par rapport à l'événement traumatique. Ottenendo l'effetto paradossale per cui cercare di non pensare e pensare ancora di più. Et en fait, elles obtiennent l'inverse de ce qu'elles recherchent. Elles préfèrent oublier, mais elles arrivent à en penser de plus en plus. Quindi quanto più queste persone cercano volontariamente di dimenticare, tanto più ricordano. Et donc, quand ces personnes essayent de faire des choses pour tenter d'oublier, ce qui se passe, c'est qu'elles s'en souviennent toujours plus. Come diceva Michel de Montagnier, comme le disait Michel de Montagnier, niente fissa più nella memoria qualche cosa che il tentativo di dimenticarla. Rien ne fixe plus quelque chose dans la mémoire que la tentative de l'oublier. Allo stesso tempo queste persone cercano di evitare tutte le situazioni che sono in qualche modo associate al trauma. Et en fait, ce que ces personnes essayent le plus souvent de faire, c'est d'éviter toute situation dans laquelle ils pourraient se souvenir du trauma. Con l'idea che se le eviteranno potranno dimenticare il trauma. Et l'idée étant que s'ils peuvent éviter ces situations, ils pourront oublier le trauma. Ma quanto più evitano, tanto più confermano a se stessi la pericolosità della situazione che temono. Mais malgré tous ces efforts, ce qui se passe, c'est qu'elles sont de plus en plus convaincues de la dangerosité de ce qu'elles ont vécu. E anche della propria incapacità di affrontare queste situazioni. Et en plus, elles deviennent convaincues qu'elles sont tout simplement
incapables de faire face à ce genre de situation. E questo dà inizio a una sequenza di evitamenti progressivi sempre più generalizzati. Et donc, elles se mettent dans une ornière de tentatives d'évitement qui commence à se généraliser de plus en plus. Che possono arrivare fino a non essere più in grado di guardare certi film o di ascoltare alcune musiche. Et ça en arrive au point où, par exemple, elles ne peuvent plus regarder certains films ou même plus écouter certaines musiques. Fino ad arrivare addirittura a chiudersi in casa. Et elles en arrivent pour finir des fois à s'enfermer à la maison. Lo stesso effetto lo ottiene l'altro meccanismo, quello della richiesta di aiuto o di rassicurazioni. Et un effet similaire est atteint par une autre stratégie qui est celle d'essayer d'obtenir de l'aide de quelqu'un d'autre. La persona chiede alle persone care di essere accompagnata nei posti o di essere costantemente rassicurata. Donc, en fait, la personne demande à ses amis, ses connaissances, de l'accompagner dans les lieux dangereux. Elle essaye d'être toujours accompagnée. Ottenendo così due effetti. Et comme ça, elle obtient en fait deux effets. Il primo è di sentire che gli altri sono vicini, di sentirsi aiutata, supportata. Donc, le premier effet est de sentir que les autres sont près d'elle et elle peut se sentir soutenue, aidée. Ma questo allo stesso tempo gli conferma che da solo non è incapace di gestire gli effetti del trauma. Mais l'autre effet, c'est que ça confirme en elle que sans les autres, elle est incapable de gérer le trauma. E vale la stessa cosa anche per l'aspetto più vittimistico della lamentela. Et donc, elle fait la même chose Funziona lo stesso meccanismo. dans d'autres régions plus intimes. In cui la persona continua a sfogarsi con gli altri, ottenendo sull'immediato un effetto di beneficio. Donc, en s'appuyant sur les autres, la personne obtient temporairement un effet bénéfique. Ma dopo avrà sempre più bisogno di avere gli altri che aiutino a gestire il trauma. L'autre effet, comme je l'ai dit, c'est qu'elles ont le sentiment d'avoir toujours besoin des autres pour gérer ces situations. Così come quando li coinvolge alla ricerca di un senso di quello che è capitato. Et donc, elle finit par vraiment essayer de trouver le sens de ce qui est arrivé. Invece di riuscire a diventare capace di controllare le proprie paure e il proprio dolore, la persona crea una situazione di dipendenza dagli altri. Et au lieu de créer une situation où elle peut gérer, contrôler les situations difficiles, ce qu'elle crée plutôt, c'est une situation de dépendance vis-à-vis des autres. L'ultimo meccanismo è quello della rinuncia. La persona rinuncia a combattere. Et le dernier mécanisme, c'est le renoncement. La personne renonce à se battre. E si abbandona di solito a uno stato di ritiro dalla vita depressivo. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle se retire dans un état dépressif à l'écart des autres. Ecco allora che la persona che arriva in terapia a chiedere aiuto per questo tipo di disturbo è una persona che ha una grande urgenza di cambiare. Et donc, les personnes qui atterrissent dans le cabinet du psychothérapeute sont des personnes qui ont besoin de changer en urgence. Perché hanno una grandissima sofferenza. Parce qu'ils ont une très grande souffrance. Ma allo stesso tempo hanno una grandissima resistenza al cambiamento. Mais en même temps, ils ont développé une très grande résistance au changement. Perché vorrebbero cambiare. Ils aimeraient changer. Ma non sono emotivamente in grado di farlo nemmeno nelle più piccole cose. Mais émotionnellement, ils ne sont pas capables de le faire, même par rapport à de toutes petites choses.